Cette émission est également disponible en vidéodescription. Pendant la sanguinaire guerre des motards, il subtilise des fiches de police qui se retrouvent dans les mains d'organisations criminelles. Son nom, Alain Desrosiers, policier. Quand on apprend qu'il y a une pomme pourrie dans les rangs, on prend ça très au sérieux. Il y avait un niveau de paranoïa exacerbé par la guerre des motards. Dès le début de l'enquête, les policiers ont décidé qu'on faisait une opération d'agent double. Alain Desrosiers, c'était le partenaire de travail de Claude Aubin pendant des années. Là, à partir du moment où l'information est sollicitée, le piège s'est déjà refermé. À l'automne 2000, le violent affrontement qui oppose les Hells Angels et les Rock Machines dure depuis 7 ans. Les corps policiers sont sous pression pour mettre fin au carnage. On compte au-delà de 160 meurtres et autant de tentatives d'assassinat, dont plusieurs victimes innocentes. Derrière cette violence, les criminels travaillent aussi à infiltrer pour obtenir des renseignements sur ceux qu'ils ciblent. En pleine guerre des motards, c'est sûr que le renseignement devenait très précieux. Soit les Hells Angels, soit les Rock Machines, ils étaient en guerre entre eux autres. Fait que toutes les informations concernant l'ennemi devenaient très précieux. Les motards avaient leurs taupes, comme les policiers avaient les leurs. Il leur suffisait d'un numéro de plaque d'immatriculation, d'une adresse ou d'autres informations en apparence anodines pour passer à l'action. À cette époque-là, il faut se souvenir qu'on a déjà identifié 3 taupes, par exemple, à la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est de là que les motards avaient eu le numéro de plaque de Michel Auger, le journaliste du Journal de Montréal, dont on avait attenté à la vie là, en 2000. La plaque d'immatriculation de la voiture du journaliste Michel Auger. Puis ça avait été vendu, ce renseignement-là, pour 50 $ seulement. Il y avait un individu qui régulièrement l'appelait puis lui demandait un numéro de plaque. Puis elle lui donnait le numéro de plaque, puis c'était 50 $ du renseignement. Elle, c'était un petit à côté, mais elle ne réalisait pas qu'elle contribuait à la machine de guerre des Hells Angels à ce moment-là. Ainsi, le 13 septembre 2000, lorsqu'un tueur à la solde des Hells Angels guette l'arrivée du journaliste Michel Auger du Journal de Montréal pour l'abattre, il y a au départ de cet attentat une taupe. Le tireur l'attendait près de sa voiture parce qu'il avait la plaque d'immatriculation. Sans se préoccuper des caméras de surveillance du stationnement ou d'éventuels témoins, le tueur décharge son arme avant de prendre la fuite. Touché à 5 reprises, le journaliste n'est pourtant pas atteint mortellement. Rapidement secouru, il va se remettre de ses blessures. En plus des infos sur le journaliste, Mme Martineau, la taupe qui travaillait pour un mandataire de la SAQ, a communiqué des renseignements sur une vingtaine d'autres individus. 3 ont été assassinés et 6 autres ont fait l'objet de tentatives de meurtre. Mais elle n'était pas la seule à la solde des motards. Les policiers avaient découvert une femme à Québec qui travaillait pour des bureaux de permis de conduire et de centres d'immatriculation, qui donnait de l'information sur des motards rivaux des Hells Angels. Des commentaires, Mme Garon? Non, pas de commentaires à faire. Dans cet autre cas, une dénommée France Garon, ex-conjointe d'un motard, avait contracté des dettes de jeu auprès des bandidos. Ne pouvant les rembourser, elle a été contrainte de donner des informations aux motards.
beaucoup de rumeurs de fuite aussi, comme quoi que les Hells Angels avaient un informateur dans la police, les Rock Machine avaient un informateur dans la police également. Dans le milieu motard, là, il y en a plusieurs même qui se donnaient du galon en disant « Moi, j'ai une source d'information, j'ai une source d'information. » Même Maurice Boucher se vantait d'avoir une source d'information dans la police. Mais au fond, c'était un agent de sécurité qui connaissait. Mais dans le milieu, dans pleine guerre des motards, ça devenait important. Dans ce contexte particulièrement chaud et trouble, le SPVM apprend que des documents provenant de ses propres banques de données circulent dans plusieurs groupes criminels, dont la mafia russe et les motards. Sur la genèse de ces soupçons sur une taupe, il y a encore une chape d'inconnu. On ne sait pas exactement comment c'est sorti. Mais il est vrai que dans ce milieu-là, contrairement à ce qu'on peut penser, beaucoup de gens se parlent. On peut présumer là, que c'est un informateur qui a refilé le tuyau à la police. En général, c'est ce qui se passe. Là. Les policiers ont des informations du milieu. La police était un peu en panique à ce moment-là parce qu'on avait peur que ça bousille une longue enquête. Tu sais, l'enquête de l'opération Printemps 2001 risquait d'être bousillée. On est à l'aube de l'opération Printemps 2001. Grosse opération, vaste opération, qui fait suite à différentes opérations de préparation avec plusieurs agents infiltrés. On sait que c'est extrêmement complexe. Et là, on découvre qu'il y a peut-être une taupe dans le système. Évidemment, ce qu'on craint, c'est de mettre en danger des agents infiltrés, de mettre en danger des policiers, mais aussi de mettre en danger cette opération sur laquelle on travaille depuis des mois et des mois. Alors bien sûr que c'est le branle-bas de combat, et bien sûr qu'on va tout mettre en œuvre pour trouver la taupe en question. On a peur que ça éclabousse tout le service policier et qu'on fasse rire de soi devant non seulement la population, mais plus encore, de voir les gens des autres corps policiers faire des gorges chaudes parce qu'on a une taupe au sein de ses rangs. Le service de police de Montréal prend la décision de mener une enquête dans le plus grand secret. Une enquête qui se fait hors des structures habituelles. Puisqu'un jour ou l'autre, l'affaire deviendra publique, il est important pour le service de police de préserver son image en démontrant que c'est par lui-même qu'il a démasqué la taupe au sein de son personnel. Normalement, ce genre d'affaires, c'est traité par les affaires internes. Mais là, il y avait urgence. Il y avait péril en la demeure. Alors, on a mis 2 enquêteurs, 3 procureurs spéciaux sur le dossier pour tenter d'identifier la taupe. Au départ, on ne sait pas qui au sein du SPVM est le policier soupçonné. Donc ce qu'on décide de faire, c'est de partir à l'endroit où arrive l'information. Et c'est cette fameuse agence de détectives, AGC. AGC, qui appartenait à un ancien policier de Montréal. Un bonhomme qui avait pris sa retraite de la police et qui avait ouvert son agence de détective privé, l'agence AGC. L'agence AGC, selon les noms de ses 3 partenaires, soit Aubin, Garceau et Charbonneau. Si Garceau et Charbonneau, un ancien militaire, sont peu connus, Claude Aubin est un ex-enquêteur au style controversé qui n'est jamais passé inaperçu. Aubin, c'était un policier là, qui était, entre guillemets, aux méthodes peu orthodoxes. C'était pas un policier là, qui était au pas tout le temps. C'est un gars qui portait la barbe, il était toujours habillé en jeans. On le surnommait Serpico parce qu'il s'habillait un peu comme un bum, avait beaucoup de contacts dans le milieu criminalisé, réussissait des coups fumants, participait à des purges assez spectaculaires, était un enquêteur médiatisé, avait fait le ménage notamment de la rue Walkley à Notre-Dame-de-Grâce qui, pendant des années, était réputée pour être la rue des piqueries dans l'ouest de l'île. Travaillait au poste 25, là, dans le centre-ville de Montréal, puis avait développé des sources dans le milieu des criminels russes et bulgares. Hi. Claude Aubin avait infiltré des bandes de criminels russes et bulgares, avait même appris, si je ne m'abuse, le russe et le bulgare pour pouvoir mieux les infiltrer. Lui, sa spécialité, c'était de développer des réseaux de contacts dans le milieu criminel. C'était ça la force de Claude Aubin.
C'est vraiment typiquement nord-américain que de voir que des policiers de terrain comme ça bénéficient d'une telle couverture médiatique. Ces policiers-là sont à la fois devenus des stars, hein, de l'élite des policiers, et en même temps, on sait qu'ils se jouent avec des barrières légales pour avoir plus de résultats. Ça se sait, tout le monde le sait, et on le laisse faire. Pourquoi? Parce que ça bénéficie à tout le monde. Les services de police ont leur nom dans les journaux, la couronne fait des beaux procès. Puisque les documents subtilisés dans la banque de données du SPVM passent ensuite par l'agence de détectives privée AGC, la stratégie des enquêteurs est de remonter jusqu'à la taupe en tendant un piège à l'agence. Un piège dont le scénario complexe est digne d'un film d'espionnage. Ne pas convenir à un jeune public. Au début de l'année 2001, le service de police de la ville de Montréal apprend qu'une taupe à l'intérieur de son service vend des documents au crime organisé par le biais de l'agence de détectives privée AGC. Quand on apprend qu'il y a une pomme pourrie dans les rangs, c'est sûr qu'on prend ça très au sérieux. Il y avait un niveau de paranoïa et de crainte d'infiltration par les milieux criminels exacerbé par la guerre des motards. Dans ce cas-là, c'est encore plus important parce qu'on était à la veille de mettre le point final à une des plus importantes opérations motards au Canada. La peur de voir des renseignements sensibles se retrouver dans les mains du chapitre nomade ou des Hells Angels ou de leurs affiliés des Rockers de Montréal est très grande. Les enquêteurs ignorent qui est la taupe, mais ils connaissent l'intermédiaire par qui des criminels obtiennent des informations potentiellement dévastatrices pour le service de police. Ce qu'ils ont décidé de faire, finalement, c'est de mettre sur pied une opération d'infiltration. C'est-à-dire qu'ils ont pris un policier, ils en ont fait un agent double. Ce qu'ils voulaient, la police, c'est de savoir c'est qui dans la police fournissait les informations. C'est ça que la police voulait savoir. C'est qui la taupe dans nos rangs. On va approcher l'agence de sécurité pour lui demander des renseignements à propos d'individus. Ils ont sorti une photo de Claude Aubin. On dit à l'agent double, qui est un policier lui aussi, on dit, as-tu déjà fait affaire avec ce gars-là? Est-ce que tu le connais? L'agent double a dit non, je connais pas ce gars-là, puis il me connaît pas de problème. Tu deviens notre agent double. Sinon, c'est sûr qu'on aurait choisi un autre policier pour faire l'opération. Être un agent double, et surtout un agent double qui va piéger des policiers qui sont des professionnels hein, de ce type de milieu-là, ça demande effectivement des qualités particulières. Ça demande une capacité à se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. On construit ce qu'on appelle une légende, c'est-à-dire une identité fictive. Quand les agents doubles de la police opèrent, il faut qu'ils sachent exactement comment les bandits pensent, comment les bandits opèrent. Sinon, c'est voué à l'échec, leurs opérations d'infiltration. Il faut vraiment que les policiers qui infiltrent le milieu criminel agissent comme des criminels. Ça rend le niveau de l'intervention et le niveau de l'infiltration à un stade bien plus élevé que la moyenne. L'agent double en question commence par loger un appel à Claude Aubin pour lui demander s'il est disponible pour faire des affaires, quel service il offre comme détective privé, et ils conviennent d'un rendez-vous. Aubin dit à l'agent double, il dit « Je vais être habillé avec un grand manteau de cuir ». Après ce premier contact, l'agent double passe ensuite à un moment critique de l'infiltration. Malgré toutes les précautions, sera-t-il reconnu ou démasqué? Va-t-il éveiller des soupçons ou réussira-t-il à gagner la confiance? Aubin arrive dans un espace à air ouverte de restaurant. L'agent double est déjà là. Aubin, à ce moment-là, il est même avec son associé dans l'agence de sécurité, un dénommé Michel Charbonneau.
Michel Charbonneau, qui lui est un ancien de l'armée canadienne spécialiste du renseignement. Lors de la première rencontre au Faubourg entre l'agent double et les deux détectives privés, l'agent double lui demande tout bonnement, « Est-ce que tu peux m'obtenir des renseignements sur des individus? » L'ancien policier lui répond, « Certes, c'est possible. » Ce faisant, il lui donne tout de suite sa grille tarifaire. Il dit, pour des informations sur un individu, ben, c'est 325 $. Et pour justifier ce montant, il dit, ben, tu sais, il y a des gens qui travaillent pour le gouvernement qui prennent des risques. L'agent double, il donne le nom d'un gars, un âge approximatif et son adresse à peu près dans le coin où il resterait. Là, le Charbonneau demande à l'agent double, cette histoire-là, les informations que tu as besoin, est-ce que ça va servir à un meurtre? Et ce à quoi l'agent double réplique, « Ah, moi, ce qui se passe avec l'individu en question après, ça ne me regarde pas. » Moi, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. Puis là, les deux gars partent à rire. L'agent infiltré, lui, ce qu'il veut, c'est impliquer le plus les gens qui est en train de piéger. Donc, s'il y a une porte qui s'ouvre, soit laisser entendre que ces informations-là vont mettre en danger la vie de quelqu'un, l'agent infiltré va le faire. Évidemment, c'est sa job. L'agent double consignera dans ses notes que les deux anciens policiers ont souri, ont trouvé ça quasiment amusant. Et Aubin aurait même dit, « Bah, on dira que c'est une question de dette. On va mettre ça dans notre filière AGC Crédit. » J'ai trouvé incroyable qu'on donne d'informations aussi importantes, aussi sensibles, hein? Pour 300 $, 400 $, 500 $, même à la limite, quand on ajoutait une photo. C'est assez, je dirais, troublant de voir que pour si peu d'argent, un kidam peut se retrouver dans une agence de détective et obtenir des renseignements sensibles sur un individu. Ça aurait pu faire tuer quelqu'un, ça aurait pu bousiller des enquêtes, ça aurait pu mettre la vie de policiers en danger aussi. Aubin a même informé, dès la première rencontre, je peux te vendre des dispositifs pour détecter l'écoute électronique. J'ai plein de petits appareils là, pour le milieu. Parce que les agents sources, normalement, quand ils font de l'infiltration dans le milieu criminel, souvent, ils portent des micros sur eux autres. Puis donc, Aubin lui vendait des appareils pour détecter les micros d'agents sources. À partir du moment où l'information est sollicitée, le piège s'est déjà refermé. L'homme à propos duquel l'agent double demande des informations est un certain Mario Moretti, un personnage fictif créé par les enquêteurs. Parce que on a mis en place un circuit, on sait que tel nom va être interrogé, donc on a des alertes sur le système et on va tout de suite identifier le policier qui fait la recherche. Ce policier est le sergent détective Alain Desrosiers, un policier avec une longue carrière et sur lequel jamais aucun doute n'a pesé. C'était facile de faire 1+1 dans le sens que Claude Aubin était très ami avec un nommé Alain Desrosiers qui, lui, était encore actif au service de police et travaillait aux enquêtes criminelles. Alain Desrosiers, c'était le collègue de travail, c'était le partenaire de travail de Claude Aubin pendant des années. Et ces deux policiers-là étaient surtout spécialisés là, dans des enquêtes sur la mafia russe et la mafia bulgare à Montréal. T'as des policiers qui disons, qui emmenaient large là, au poste 25. Il y avait beaucoup de succès dans leurs enquêtes. En remontant jusqu'à Desrosiers, les enquêteurs ne se doutent pas qu'ils viennent d'ouvrir une boîte de Pandore. On contient des scènes ou des sujets pouvant ne pas convenir à un jeune public. Je pense qu'à partir du moment où on tient un des deux bouts de la pelote de laine, il n'est pas difficile de remonter le fil. Un piège est tendu à l'agence de détectives privée AGC, soupçonnée de vendre des informations tirées de la banque de données du service de police
à des organisations criminelles. Au départ, c'est le piège classique, c'est-à-dire que on va conduire un individu à commettre un acte criminel en lui disant qu'on a besoin d'une information. Le piège va doucement remonter jusqu'au policier qui, lui, interroge les fichiers, et là, on va pouvoir matérialiser la fuite. Et ce policier est le sergent-détective Alain Desrosiers, qui était le partenaire de Claude Aubin avant que celui-ci ne prenne sa retraite et crée l'agence AGC. Donc, on fait le lien, on se met à enquêter Alain Desrosiers. On s'aperçoit dès le départ, en fouillant dans le Centre de renseignement policier du Québec, que Desrosiers faisait beaucoup de demandes, mais c'est normal dans le cadre de son travail qu'il fasse des demandes. On voulait qu'il se compromette plus d'une fois à aller chercher des dossiers. Ce qu'il faut, c'est s'assurer que c'est pas accidentel, que c'est pas une coïncidence. Il aurait pu se défendre que ouais, ça arrivait juste une fois, là. On a fait ça une fois, puis c'est un hasard, là, tu sais. J'en avais pas demandé avant. On a bâti cette preuve-là pour qu'elle soit la plus solide possible. Et donc, on va chercher à verrouiller l'affaire, à enferrer le policier le plus possible. Pour cette raison, l'agent double a commencé par donner des informations partielles sur l'individu qu'il dit rechercher. Le but étant de compliquer la recherche d'Alain Desrosiers et même l'obliger à recommencer plus d'une fois. Il avait découvert qu'il y avait plus qu'une personne qui portait ce nom-là. Donc, il était incapable de donner sur le champ une information précise à Claude Aubin pour qu'il la refile à l'agent double. Donc, c'est pour ça que Aubin a demandé à l'agent double, « Tu peux-tu me donner la date de naissance exacte de ton gars? » Exactement la date de naissance du gars. Une nouvelle quête faite à partir d'éléments de recherche plus complets fait apparaître un seul Mario Moretti, soit la fiche du personnage fictif inventé par les enquêteurs et auquel ils ont attribué une condamnation pour trafic, pour vol qualifié et une interdiction de porter une arme à feu. Chaque fois que Desrosiers entrait son code, on pouvait suivre à la trace les démarches qu'il faisait. Quel nom il allait chercher, qu'est-ce qu'il voulait savoir. Et les policiers avaient installé un logiciel spécial sur le code de Desrosiers dans le CRPQ et également dans une banque interne de la police de Montréal qui s'appelle le Force Field. Le travail méticuleux des enquêteurs met en évidence que sur une période de 3 ans, Alain Desrosiers a transmis à l'agence AGC de nombreuses fiches de police, en plus d'une centaine de photos de criminels. Il y a un autre aspect de ce dossier-là qui est quand même très intéressant, puis qui, en même temps, qui est inquiétant, dans le sens que la femme de Desrosiers travaillait, elle, à la division des affaires internes de la police de Montréal. Ce sont les affaires internes qui enquêtent sur d'éventuels actes illégaux ou manquements à l'éthique commis par des policiers. Le fait que le SPVM n'a pas impliqué cette division indique probablement que dès le départ, on se méfiait de Desrosiers. Elle savait que Desrosiers refilait de l'information au bain. Elle savait que c'était contre l'éthique. Elle savait que c'était même illégal. Elle-même lui disait, écoute, tu devrais faire attention. Tu pourrais perdre ta job, puis c'est vraiment... Tu prends des gros risques pour vraiment rien, là. Elle le mettait en garde, ce que l'on sait. Il l'écoutait pas. Il rendait service à un chum. Elle travaille à la division des affaires internes. C'est pas une petite policière d'un poste de police, là. Elle, c'est elle qui dénonce les policiers qui font ça. Son propre conjoint le fait, elle tente juste de le dissuader de le faire. C'est quand même assez inquiétant. Ça montre encore une fois, là, dans les milieux policiers, parfois, jusqu'où on se protège. Au fil des semaines, l'opération infiltration se poursuit. Dans un deuxième rendez-vous, Aubin et Charbonneau remettent à l'agent double les informations et la photo du prétendu Mario Moretti, ignorant qu'il s'agit de faux fabriqués par les enquêteurs et qu'ils ont affaire à un agent double. Claude Aubin va dire à l'agent double, « Fais attention, c'est un gars qui est hautement criminalisé, c'est un gars qui a un casier judiciaire en matière de stupéfiants, il y a des antécédents. Alors, je ne sais pas ce que tu lui veux, mais méfie-toi, c'est un gars dangereux. »
Dans la stratégie des enquêteurs, ces faux documents ont aussi pour but d'endormir la méfiance de l'agence AGC. Si leur client se renseigne sur un criminel endurci, c'est qu'il en est un lui-même. La suite de l'opération en sera évidemment facilitée. Pendant la deuxième rencontre, fait assez cocasse, Aubin reçoit un coup de téléphone sur son cellulaire. Il passe le cellulaire à Charbonneau. C'est Alain. Aubin dit à l'agent double, c'est mon ex. Mon ex, c'est son ex-collègue de travail à la police de Montréal. On confirmait que c'était Alain Desrosiers qui était le contact. Ça venait de pendre Alain Desrosiers d'une certaine façon, ça, cette conversation-là un peu inattendue. L'agent double va continuer à commercer avec l'agence AGC pour avoir le plus de preuves possible. Yes, all right. À un certain moment, l'agent double se fait donner un cours de police 101 pour s'assurer de ne pas se faire piéger. Aubin explique à l'agent double comment utiliser un dispositif pour balayer les ondes et s'assurer que son interlocuteur n'a pas un microphone caché sur lui. Si ça fait mon affaire, je laisse te revenir. Non. Ouais, mais écoute, c'est efficace. On va le voir. Ouais, mais Tiens, ça mort. Écoute, Parle pas de ça à personne, non? Excellent. Donc, je vais écouter n'importe quand. good, pas de problème. All right, Merci. thank you. Bonne nuit. On était prêt à aller quand même relativement loin, sachant pertinemment qu'on avait affaire à des gens qui composaient avec le crime organisé ou avec des vendeurs de drogue. L'agent double continue de tisser sa toile. Il demande de nouveau des informations sur d'autres individus, dont un certain Manuel Colché, un personnage qui serait un trafiquant de stupéfiants qui lui propose une affaire. Aubin a même expliqué à l'agent double que son contact à la police prenait d'immenses risques là, en allant chercher de l'information dans les banques de données parce que ça laisse des traces. À partir d'ici, le scénario d'infiltration atteint un raffinement de roman d'espionnage. Ce Manuel Colché est lui aussi un agent double, un personnage fictif avec une fausse fiche intégrée dans la base de données du SPVM. Avec son entrée en jeu, les mailles du filet se resserrent encore plus, pour bientôt se refermer complètement. LD. Cette émission contient des scènes ou des sujets pouvant ne pas convenir à un jeune public. Des enquêteurs supervisent une opération d'infiltration afin de démasquer et accuser les responsables de fuite de documents du SPVM. Fuite susceptible d'alimenter la guerre que se livrent Hells Angels et Rock Machine. Pour nouer la boucle, on a eu recours à la toute fin à un deuxième agent double qui se faisait passer pour un trafiquant de stupéfiants. L'agent double met en place un système de poupée russe. Il dit aux membres de l'agence de détective en question qu'il est en affaire avec quelqu'un, mais qu'il a des doutes sur cette personne-là. Cette personne-là, en fait, c'est un agent infiltré du corps de police qu'on a planté là pour que, justement, il se fasse détecter et identifier comme tel. La phase finale de l'opération a débuté par une nouvelle demande d'information de la part de l'agent double au sujet d'un trafiquant du nom de Manuel Colché. L'agent double a fait croire à Aubin qu'il allait rencontrer un individu pour une transaction, faire une transaction illégale. L'agent double soupçonnait ce gars-là d'être peut-être un informateur de police. Claude Aubin il a même proposé de faire de la contre-surveillance. Quand l'agent double rencontre le présumé trafiquant d'héroïne, Aubin est dans les parages, lui, pour surveiller s'il n'y a pas des policiers autour, surveiller également pour pas qu'il arrive rien à son client, agent double, versus le trafiquant d'héroïne.
s'est passé, c'est qu'après la rencontre entre l'agent double et l'agent double trafiquant d'héroïne, Aubin a suivi le présumé trafiquant d'héroïne. L'agent double, qui se sait suivi, utilise une technique éprouvée de contre-filature. Il dépasse le véhicule banalisé de police dans lequel les enquêteurs l'attendent. Il se retourne et revient vers la voiture, ce qui lui permet de voir si quelqu'un le suit. Dans ce cas précis, il fait semblant de ne rien remarquer. Aubin se rend compte que le mec qu'il doit suivre, qu'il doit filer, effectivement, il le surprend à monter à bord d'une autre voiture. Normalement, quand un agent source travaille pour la police et fait une transaction, normalement, dans les heures ou les jours suivants, il se rapporte à son contrôleur pour faire état de comment ça s'est passé, la transaction et tout ça. Donc, Aubin, sachant ça, lui, il avait pris le numéro de plaque. C'était le scénario imaginé par les policiers. Mais encore là, ça avait tout été bien planifié par la police. La suite se déroule exactement comme les enquêteurs ont prévu. Le sergent détective Alain Desrosiers, à la demande de Aubin, effectue une recherche sur la plaque de cette voiture. Quand Aubin a demandé à son collègue Desrosiers de faire les vérifications sur cette plaque-là, on s'est aperçu que l'auto dans laquelle l'agent double trafiquant d'héroïne est monté, c'était une auto immatriculée au nom d'un policier, d'un autre policier de la Ville de Montréal et de sa femme. Donc, le piège est déjà fini pratiquement quand le policier du service de police de la Ville de Montréal interroge le fichier. Mais on veut quand même aller jusqu'au bout et on veut quand même s'assurer que l'affaire est bouclée. Aubin prend ces renseignements-là et il les prend en note. Et là, c'est le plus incriminant pour lui, parce qu'il va les vendre, ces renseignements-là, à l'agent double numéro 1, qu'il ne sait pas être un agent double. Il va dire à l'agent double numéro 1, « Retire-toi de cette affaire-là parce qu'effectivement, tes soupçons étaient fondés. Le gars avec qui tu vas faire affaire, ton trafiquant de drogue, c'est un informateur de police. » On donne cette information-là, là, veut dire, c'est complètement amoral de faire ça, là. Veut dire, tu mets la vie de tout le monde en danger, là. Je trouve que ces policiers-là, là, avaient des valeurs très élastiques, si on peut dire. Des policiers et ex-policiers qui vont contribuer à démasquer un policier en service, en mission d'infiltration, ce qui, bien entendu, d'un point de vue moral et criminel, est plus grave qu'un simple échange d'informations ou qu'une simple communication de l'identité d'une plaque d'immatriculation, par exemple. Ça en était fait de Aubin et de Desrosiers. La police a décidé de passer à l'action et de procéder aux arrestations. Ils n'en avaient pas besoin de davantage. Ils ont procédé à l'arrestation de Desrosiers sur les lieux de son travail. C'était un jeudi, ils ont comparu 2 jours plus tard, un samedi. Alain Desrosiers, pour lui, évidemment, Claude Aubin, c'était un peu le modèle à suivre. C'était un gars avec qui il a travaillé sur des enquêtes, avec qui il a eu des résultats, avec qui il a été à la guerre, avec qui il a été dans les tranchées au cours de sa carrière. Donc, il y a une loyauté envers Claude Aubin et pendant l'interrogatoire, ça se démentira pas. Semblait minimiser sa propre faute. Réalisait pas à quel point ça avait sonné des alarmes au plus haut niveau de la SPCUM, justement à cause du contexte de printemps 2001, justement à cause du contexte de la guerre des motards criminalisés, ne semblait pas réaliser l'ampleur que ça avait pris au sein là, du corps de police. On n'a jamais vraiment su les intérêts d'Alain Desrosiers dans cette affaire-là, parce que l'enquête n'a jamais permis d'apprendre, de savoir si Desrosiers avait touché de l'argent pour refiler l'information à Aubin. On ne le sait pas.
Aubin n'a jamais voulu prendre le blâme. Il a prétendu tout le temps que l'information qu'il allait chercher en vendant l'information à des criminels allait servir à Desrosiers pour ses enquêtes contre ces criminels-là. C'est qu'Aubin mentait finalement à Desrosiers. Il ne donnait jamais les vrais motifs, les enjeux, à quoi allaient servir les informations. Il inventait toujours quelque chose. Par exemple, il disait, moi, je travaille sur un réseau de vol d'auto. C'est pour ça que je te demande beaucoup de noms. Et jamais, finalement, Desrosiers, lui, n'a su vraiment à quoi allaient servir les informations qu'il transmettait à Claude Aubin. L'échange d'informations entre les criminels et les policiers, c'est pas un fait nouveau, c'est pas du tout anecdotique, ça existe. Après, ce qui est très difficile à savoir, c'était dans quel but qu'on a fait ça. Qui a manipulé qui? Et ça, c'est toujours la question très délicate. C'est pour ça, à mon avis, que dans cette affaire, le corps de police qui enquêtait sur ces policiers a voulu aller très loin dans la démonstration pour qu'on puisse enlever le doute sur qui était réellement le manipulateur. Moi, je pense qu'Alain Desrosiers croyait sincèrement que son ancien partenaire, Claude Aubin, un ancien policier, piégeait des criminels quand il appelait Desrosiers pour avoir des renseignements et dire « j'enquête sur ci, j'enquête sur ça ». Une fois qu'il a été arrêté puis interrogé, Desrosiers continuait à défendre Aubin. Il n'a jamais voulu compromettre Aubin dans rien. Ben, si la preuve était béton, il a jamais trahi son chum Aubin. Quelque part, Desrosiers pensait peut-être qu'il n'outrepassait pas son mandat, alors que dans les faits, c'était terriblement... C'était illégal, c'était immoral. Au lundi Science. Cette émission contient des scènes ou des sujets pouvant ne pas convenir à un jeune public. Criminel, le second pour un faux trafiquant de drogue, Alain Desrosiers, Claude Aubin et Michel Charbonneau sont arrêtés tous les trois le 12 avril 2001. Il y a quelque chose d'un peu ironique dans cette histoire-là, parce que c'est l'arroseur arrosé, mais dans un jeu de miroirs et d'effets spéciaux à se confondre soi-même. Le scénario a été bien conçu, bien mis en œuvre et a permis d'identifier la taupe. Ça, c'était le but premier, de savoir qui était cette personne qui laissait filtrer des informations. La couronne est épatée par le travail des enquêteurs qui ont remonté la filière. Ils nous ont amassé une preuve accablante. La preuve, c'est que vous avez 3 plaidoyers de culpabilité à la comparution. Celui qu'on avait surnommé la taupe écope d'une peine de 2 ans moins 1 jour avec sursis. Son avocat affirme que par respect pour Aubin, il fournissait gratuitement les renseignements demandés. Il rendait service à un confrère, un ancien confrère de travail. Sans même consulter la preuve réunie contre eux, les 3 accusés s'empressent de mettre fin aux procédures. En plaidant coupable, tous ces gens-là, évidemment, évitaient qu'il y ait une partie substantielle de la preuve qui soit étalée sur la place publique et qui aurait pu être, ma foi, une terrible source d'embarras pour la SPCUM et pour les policiers en général. Ce qui est énigmatique aussi dans toute cette histoire-là, c'est qu'on ne sait pas, lui, à qui il a fourni des informations. On ne sait pas les conséquences que ces informations-là ont eues. Est-ce qu'elles ont servi pour des meurtres? Est-ce qu'elles ont servi pour des règlements de compte? Est-ce qu'elles ont servi pour des transactions de drogue? Est-ce qu'elles ont servi pour faire de l'intimidation chez des individus? Moi, je pense que la police le sait, mais ils n'ont jamais voulu le dévoiler. Et je pense aussi que Aubin aussi craignait que ça sorte un jour. C'est pour ça qu'il a plaidé coupable à la première heure. Leur plaidoyer de culpabilité fait en sorte qu'on ne connaîtra jamais l'identité des clients de l'agence de Claude Aubin. Un détail, selon la défense. Il nous suffit de dire qu'on a employé et qu'on s'est servi du système dans le but de transmettre des renseignements. Et c'est l'accusation qui a été portée. Le crime, c'est pas de vendre à Joe ou à Ginette. Le crime, c'est de se servir des informations ou du système d'information illégalement. Alain Desrosiers, il perd automatiquement son emploi de policier après 23 ans au service du SPCUM. En effet, de nombreuses questions resteront toujours en suspens. L'affaire se clôt avec des sentences plutôt clémentes. 18 mois pour Charbonneau, qui quelques années plus tard s'est suicidé. Desrosiers écope de 2 ans à purger dans la communauté. Aubin reçoit la plus lourde sentence, soit 2 ans. Dans son cas,
d'autres accusations se sont ajoutées. Les policiers ont perquisitionné sa maison et ont découvert une vingtaine d'armes à feu, dont une, au moins, avait le numéro de série effacé. Habituellement, ces armes-là, là, ça sert dans le milieu criminel. Aubin, d'ailleurs, plaidé coupable là, à la possession d'armes dont il n'avait pas de permis et aussi de les avoir mal entreposées. Claude Aubin va... Et c'est ce qui est un peu paradoxal. Il va plaider coupable rapidement aux accusations qui ont été portées contre lui. Son associé aussi, soit dit en passant. Mais par la suite, Aubin va continuer à aller sur la place publique. Ses méthodes ne sont peut-être pas orthodoxes, mais qu'il a toujours l'âme d'un policier, qu'il est toujours guidé par cet instinct de défendre la loi et l'ordre, et que, dans le fond, c'est un preux chevalier dans notre société. L'ex-lieutenant Aubin entend démontrer devant le commissaire à la déontologie que la seule information qu'il a pu vendre comme enquêteur à sa retraite était de l'information déjà diffusée dans le public, mais qu'il en obtenait en contrepartie qu'il transmettait de façon stratégique à ses anciens confrères policiers. Et il a écrit un livre, il a donné des entrevues à qui voulait le recevoir sur sa tribune. Claude Aubin et Desrosiers et d'autres policiers après ont voulu monter un comité de défense pour dire voilà comment se passent les méthodes policières. En gros, il n'y a pas que nous qui faisons comme ça. En gros, c'est un système qui existe, puis on en a fait partie. C'est vrai que c'est un milieu où des choses qui n'ont pas l'air très legit, entre guillemets, se déroulent souvent. Ça a été sa ligne de défense, que lui, il avait effectivement communiqué de l'information dans le but de piéger quelqu'un. Je l'ai fait parce que je pensais qu'on allait collecter de l'information que je pourrais redonner à mon ami Desrosiers. Après, c'est à la justice de départager tout ça. Un flic fait une chose qui est pourrie, je m'excuse, je dois le dénoncer, que je sois citoyen, que je sois policier. Dans les médias, Aubin y va de nombreux sous-entendus, d'accusations à mots couverts. Tente-t-il de profiter de la facilité qu'ont la population et les médias à dénigrer les services de police? Ou a-t-il réellement été l'objet de vengeance et d'acharnement de la part des enquêteurs, comme il le laisse entendre? Les policiers sont en rivalité avec les criminels. Les policiers sont en rivalité avec d'autres policiers, d'autres corps policiers. Les criminels sont en rivalité avec d'autres organisations criminelles. C'est un milieu de requins. C'est un milieu où, pour survivre, il faut être le plus fort, le plus impitoyable et celui qui ne veut jamais lâcher prise. A-t-on fait payer le prix à Desrosiers et Aubin parce qu'on n'appréciait pas leurs méthodes parfois aux limites de la loi? Se sont-ils eux-mêmes pris à leur propre jeu? Il y a plusieurs dangers dans le fait de travailler aux frontières de la loi. C'est d'abord l'habitude qu'on prend de se jouer un peu des règles, de les mettre de côté, d'arranger les choses, de veiller à ce que la légalité soit préservée, mais pas forcément la procédure sur le terrain. Donc, on s'habitue à cette facilité-là. Ça, c'est le danger. Une anecdote de la carrière d'Alain Desrosiers est peut-être révélatrice en ce sens. Soit un de ces moments où un policier se voit toutes les raisons de contourner les règles pour la bonne cause. En novembre 2000, Desrosiers traite le cas d'une femme voulant fuir son mari violent. Cette mère de 5 enfants est sans moyens financiers. Elle ne parle ni français ni anglais. Elle veut retourner dans son pays d'origine. Desrosiers lui remet donc une somme de 4 000 $ saisie au mari, ce qui n'est pas légal puisque l'argent appartient au mari. Pour ce manquement, pour avoir démontré de l'humanité, le comité de déontologie impose une suspension de 2 mois à Alain Desrosiers. Le policier qui transgresse les règles, même avec des intentions nobles, vient-il de s'engager sur une pente glissante? C'est évidemment un argument souvent évoqué. Mais qu'en est-il au juste? En conclusion, le grand perdant, c'est Alain Desrosiers dans tout ça parce que non seulement il a écopé d'une peine avec sursis à purger dans la communauté,
Mais aussi, il a été congédié, puis il a perdu son fonds de pension, alors que Claude Aubin, lui, a écopé de 2 ans de prison. Mais il était déjà à la retraite, donc il continue de toucher sa rente de la police de Montréal.